et bienvenue donc à cette session sur le renforcement des capacités en matière de prix de transfert, mais également de fiscalité internationale que nous allons vous présenter aujourd'hui. On parlera également de l'impact de ces programmes de renforcement des capacités et également des challenges auxquels peuvent faire face donc les administrations fiscales en matière de fiscalité internationale. Alors, je vais être accompagnée aujourd'hui de plusieurs intervenants. Donc, l'idée, c'est de vous présenter justement ce programme de renforcement des capacités mis en œuvre par l'OCDE en matière de transfert et de fiscalité internationale. Et nous avons invité donc à cette session euh, plusieurs pays en fait qui bénéficient justement d'une assistance technique de la part de l'OCDE, à la fois donc en matière de transfert et de manière plus large donc en matière de fiscalité internationale. Donc je les remercie par avance, nous les présenterons successivement, mais je remercie d'ores et déjà donc les représentants de la Tunisie, de la Zambie, de l'Ukraine, de la Colombie. Et nous avons la chance également d'avoir avec nous donc un représentant de la commission de la CEDEAO. Donc, sans plus tarder, je vais vous partager donc la présentation et on va pouvoir entrer dans le vif. OK, super. Bon, eh bien, on peut commencer. Donc, peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, ce que je propose, c'est de vous donner le sommaire, en fait, de la présentation. Donc, je commencerai par vous présenter la vaste étendue du champ de l'assistance qui est fournie par l'OCDE en matière de prix de transfert et de fiscalité internationale. Puis, je passerai la parole à mon collègue, donc Thomas Balco, qui m'accompagnera pour cette présentation et qui abordera donc l'impact de nos programmes dans les pays en développement. Il abordera également les challenges auxquels peuvent faire face donc certaines administrations fiscales. Et puis, nous terminerons la session par justement l'approche régionale de l'assistance technique qui est fournie par l'OCDE et que nous illustrerons à travers donc le programme d'assistance technique délivré par l'OCDE pour l'Afrique de l'Ouest. Et nous aurons donc pour nous en parler justement le directeur de l'Union douanière et de la fiscalité de la commission de la CEDEAO. Et nous finirons donc par donc une session de questions-réponses. Donc, je vous remercie par avance de bien vouloir garder vos questions pour la fin de la session et vous aurez l'occasion de les poser non seulement aux experts de l'OCDE, mais également aux différents intervenants pays qui se seront succédés au cours de la présentation. Alors, commençons d'abord par vous présenter l'étendue du champ de l'assistance qui est fournie par l'OCDE. Alors, nous intervenons à la demande des pays en développement qui nous sollicitent pour bénéficier d'une assistance technique en matière fiscale et plus précisément qui porte sur les prix de transfert, sur le BEPS, mais également sur les procédures amiables, sur les accords préalables en matière de prix de transfert et également sur tous les travaux actuels qui portent donc sur les défis fiscaux posés par la numérisation de l'économie. Pour certains de nos programmes, nous intervenons en partenariat avec la TAF, qui est le Forum africain sur l'administration fiscale, avec l'Union européenne, avec IGF, qui est le Forum intergouvernemental des minéraux et des mines, et puis également dans certains pays avec la Banque mondiale. Nous intervenons à plusieurs niveaux. Alors, comme je vous le disais, bien évidemment, à la demande des pays qui nous sollicitent et l'assistance que nous allons leur fournir peut porter sur différents aspects. Tout d'abord, nous sommes sollicités pour accompagner un pays dans l'amélioration de son cadre juridique en vue notamment de l'aligner sur les standards fiscaux internationaux. Et pour ce qui concerne les aspects juridiques, eh bien, nous allons travailler avec le pays, bien évidemment, sur la base de ses souhaits et nous allons l'accompagner dans la révision de la législation actuelle, mais également dans la modification qu'il souhaite apporter en vue d'introduire des dispositions nouvelles, alignées sur les standards internationaux. Nous intervenons aussi en matière de renforcement des capacités. Et là, nous formons
les fonctionnaires fiscaux des administrations fiscales au contrôle donc des entreprises multinationales pour s'assurer que ces multinationales payent leur juste part d'impôt dans les pays dans lesquels donc, elles opèrent. Nous sommes également sollicités pour accompagner les pays dans la création de structures donc spécialisées, notamment donc dans la création d'unités spécialisées dans le contrôle des prix de transfert. Et donc là, nous les accompagnons dans la création de ces structures et donc nous leur faisons des recommandations sur les dispositions à prendre pour créer donc ces unités spécialisées. Comme vous pouvez le voir sur le slide, nous intervenons sur les 5 continents et donc notamment apparaissent à l'écran le nombre de pays que nous accompagnons dans le cadre donc, de ces programmes d'assistance technique bilatéraux. Donc, nous intervenons en Amérique latine, où nous accompagnons 7 pays. Nous intervenons, comme vous pouvez le voir, de manière majoritaire en Afrique, puisque nous intervenons dans 33 pays d'Afrique. 3 pays africains. Nous intervenons également en Europe de l'Est, nous accompagnons 6 pays. Nous intervenons également en Asie-Pacifique, 5 pays. Et puis enfin, donc, en Océanie, où nous accompagnons donc la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Alors justement, pour pouvoir être en mesure d'intervenir sur les 5 continents, eh bien, nous disposons d'une équipe donc multilingue qui parle donc anglais, français, espagnol, arabe, russe, portugais et d'autres langues en fait qui nous permettent justement de pouvoir mettre notre assistance donc au service donc des différents pays et surtout de l'accompagner dans la langue donc qu'il pratique pour que notre assistance soit la plus efficace possible. Alors, je vous le disais, notre assistance est relativement vaste et pour cela, pour vous en parler justement, j'ai invité donc la Tunisie et donc je vais inviter Madame Fatia Garbi à prendre la parole. Madame Garbi est directrice générale des impôts de la Tunisie et elle va justement nous présenter donc le programme d'assistance dont bénéficie la Tunisie depuis quelques années déjà et qui couvre de nombreux domaines. Donc, Madame Garbi, je vous donne la parole et je vous laisse donc nous présenter ce programme d'assistance dont la Tunisie bénéficie depuis plusieurs années déjà. C'est à vous. Bonjour Samia, bonjour tout le monde. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour les journées de la fiscalité et du développement organisées par l'OCDE afin de présenter l'assistance technique en matière fiscale dont la Tunisie bénéficie depuis plusieurs années. J'aimerais tout d'abord souligner que cette assistance est unique par son étendue. En effet, l'assistance fournie par l'OCDE au profit de la Tunisie concerne de nombreux domaines, tels que les prix de transfert, la lutte contre le BEPS, l'échange des renseignements, la TVA, la lutte contre l'informalité, la politique fiscale ou encore le civisme fiscal. Cette assistance intensive s'est traduite par des avancées majeures, avec notamment la création d'un cadre juridique aligné sur les standards internationaux les plus récents, et la révision de certaines politiques fiscales telles que le régime des travailleurs indépendants, mais également la signature par la Tunisie d'accords internationaux tels que le MLI et l'accord multilatéral entre autorités compétentes pour l'échange de déclarations pays par pays. En matière de transparence fiscale, la Tunisie est désormais, on peut dire, le premier pays africain en nombre de demandes de renseignements sortantes envoyées. Ce nombre a atteint 1669 demandes depuis 2017 à fin 2023. Nous nous sommes engagés à mettre en œuvre l'échange automatique en 2025. L'assistance fournie par l'OCDE a également permis de renforcer les capacités des fonctionnaires fiscaux tunisiens en matière de prix de transfert et d'échange de renseignements afin qu'ils puissent tirer le meilleur parti des avancées réalisées. À titre indicatif, 1474 agents ont bénéficié de la formation dispensée par les équipes de l'OCDE depuis 2019 à fin décembre 2023. L'assistance fournie par l'OCDE s'est également traduite par des changements structurels avec la création de plusieurs unités spécialisées, dont l'une sur l'échange de renseignements
et l'autre sur la lutte contre l'évasion fiscale. L'ensemble de ces avancées n'a été possible que grâce à un engagement politique fort et à une étroite collaboration et une relation de confiance entre la Tunisie et l'OCDE qui se sont inscrites dans la durée. En conclusion, il me semble essentiel de rappeler l'importance du soutien financier reçu de la part de l'Union européenne, qui a permis à la Tunisie de bénéficier d'un vaste programme d'assistance mis en œuvre par l'OCDE sur plusieurs années et qui a porté ses fruits. Merci. Merci beaucoup, Fatiha, pour votre intervention. Je suis ravie, en tout cas, de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et j'ai eu beaucoup de plaisir et j'ai toujours beaucoup de plaisir à travailler avec la Tunisie. Je pense que les éléments importants à retenir de l'intervention de Manarabi, c'est effectivement que ce programme est très vaste. Donc, comme vous le pouvez le voir, hein, donc, il porte sur les prix de transfert et le baisse, mais il est allé au-delà avec donc des travaux en matière de politique fiscale, sur la délinquance fiscale également, le civisme fiscal. Et je dois reconnaître, comme le disait Madame Ralbi, que tout cela n'a été possible que grâce à un soutien politique fort des autorités tunisiennes et on les en remercie, mais également si vous voulez, une relation particulière entre l'OCDE et l'administration fiscale, une relation de confiance, j'ai envie de dire, qui nous a permis justement d'atteindre ces résultats, ce dont on peut se féliciter. Je profite de l'occasion pour vous dire que une étude de cas a été donc réalisée sur la Tunisie. Elle est disponible sur le site de l'OCDE et je vous invite donc vivement à la consulter pour mesurer les avancées significatives réalisées par la Tunisie depuis quelques années en matière de fiscalité internationale et on ne peut que les en féliciter. Donc, merci beaucoup. À la Tunisie. On va poursuivre donc notre présentation et donc passer justement. Alors, je vous disais justement que ces programmes d'assistance donc sont déployés à travers le monde et il est intéressant de s'arrêter sur les impacts qu'ont ces programmes donc de renforcement des capacités sur donc les pays en développement. Et pour cela, je vais donner la parole donc à mon collègue donc Thomas Balco qui va donc vous présenter à la fois les impacts et également les challenges. Donc Thomas, over to you. Merci Hello, beaucoup, everybody. Samia. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous voir si nombreux, même si ce n'est que de manière virtuelle. Alors, je souhaite souligner les clés domaines d'impact s'agissant de notre renforcement de capacité pour les prix de transfert. Je souhaite commencer avec la législation qui est mise en œuvre et le travail en ce qui concerne le soutien aux législateurs. Là, on parle de rédaction, on a d'explication, on a également le travail, ce que l'on fait, ce qui engendre ce qui a engendré la mise en œuvre de, de règles en matière de prix de transfert au sein de 51 pays différents. Je ne sais pas si c'est assez ennuyeux de parler de cela, mais la législation reste une partie intégrante et importante de toute démarche, parce que c'est grâce à cette législation qu'on peut bénéficier des règles parce qu'une partie des contribuables vont suivre les règles même si l'infrastructure n'a pas encore été élaborée. Donc, même si les capacités ne sont pas au maximum, on peut même voir les fruits de ce labeur. Nous avons également une augmentation, une amélioration de la certitude fiscale, les attentes s'agissant des comportements attendus. Nous avons davantage de clarté et de compréhension s'agissant des besoins ou des attentes. Nous avons la conformité volontaire, mais également le climat d'investissement qui est aligné avec les standards internationaux. Pourquoi? Parce que si il n'y a pas de règles en matière de prix d'un transport qui sont alignées avec les règles internationales, on peut faire face à différents défis qui peuvent engendrer une double imposition. On a également un impact sur le climat d'investissement. Donc, la prochaine partie est liée
au renforcement des capacités et on peut peut-être diviser cette partie en deux domaines. Pour commencer, nous avons l'approvisionnement de conseils et de soutien pour les administrations fiscales. Les règles sur les prix de transfert sont assez complexes à comprendre. Nous avons donc besoin d'équipes spécialisées d'expertise. Nous fournissons un soutien auprès des administrations fiscales pour qu'elles puissent élaborer la plan et stratégie pour renforcer ses capacités dans le temps. Les pré-transferts, il ne s'agit pas uniquement de contrôle et d'audit. On a différentes fonctions. On a la méthodologie. On a des équipes d'experts qui fournissent des orientations fiscales pour les contribuables s'agissant de la conformité, mais également aux administrations fiscales, comment interpréter la législation conformément à la législation internationale. Et on peut également avoir la fonction audit qui n'est pas d'une partie isolée. Très souvent, quand on parle d'audit, on a également une matrice de risque ou une analyse de risque qui doit être faite pour choisir et mieux choisir les cas pour audit. On n'a pas de ressources illimitées. La plupart des pays rencontrent des difficultés s'agissant des ressources. Il est donc essentiel d'avoir la bonne approche s'agissant du choix de cas de prix de transfert quand on essaie ou quand on souhaite déployer ces ressources, le renforcement des capacités dans l'analyse de risque. Et enfin, on a l'audit ou le contrôle que j'ai mentionné au début. Il s'agit d'une composante de cette approche et on doit avoir des compétences précises, des compétences qui nécessitent une analyse de circonstances, la délinéation d'une transaction, une analyse de comparabilité, c'est-à-dire une analyse économique. Et enfin, c'est parce que ce n'est pas la fin. Très souvent, quand on a des audits et quand on a contrôlé les différentes transactions, ce n'est pas la fin de l'histoire parce qu'on peut continuer avec des litiges et des différends. Et là, on aura besoin d'un système de règlement de différends avec un dialogue avec d'autres parties prenantes, d'autres autorités fiscales. Vous devez avoir donc les capacités afin de mener à bien ces différents processus ou fournir l'aide nécessaire aux avocats. Vous voyez que c'est un élément assez stratégique de notre initiative. Nous avons le renforcement des capacités avec une augmentation de confiance, renforcement des capacités. Nous avons soutenu plus de 45 pays. Et enfin, si l'on parle des prix de transfert et de renforcement des capacités, c'est un marathon. Et dans le processus, nous avons créé des relations de confiance avec les pays partenaires, ce qui facilite d'autres types de dialogues que nous entamons avec ces mêmes parties prenantes. Il y a des liens entre les travaux sur les pré-transferts et d'autres instruments, la transparence, pour qu'il y ait un échange de renseignements entre juridictions. Nous avons également d'autres liens avec l'IM ou l'utilisation de soutien de l'ISF. Voici un aperçu des différentes composantes et de l'impact que nous avons eu au sein de différents pays partenaires. Et sur ce, nous passons à la diapositive suivante. Et je vais céder la parole à notre collègue ukrainienne. Il s'agit de Madame Ludmila Palamar, qui est directrice du département d'imposition internationale au sein du ministère des Finances. Ludmila, est-ce que vous êtes avec nous et est-ce que vous pouvez partager l'expérience de votre pays, notamment en ce qui Thank you, concerne Jay. la conformité volontaire? Merci beaucoup, Thomas. Merci de cette présentation. Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite saluer tous les participants. Pour commencer, je souhaite exprimer ma gratitude et ma reconnaissance envers l'OCDE pour ce soutien et la création de ce programme de renforcement des capacités. Cela fait plus de 7 ans maintenant, depuis 2017, que l'Ukraine bénéficie de ce programme. Euh, et, du, et en tant que membre du cadre inclusif, nous avons continué avec la mise en œuvre des standards de l'OCDE ainsi que de ses politiques en matière d'imposition internationale. Nous avons eu la mise en œuvre des recommandations de l'OCDE
Et malgré les différents obstacles auxquels nous avons été confrontés, je suis fière de vous dire que nous voyons d'ores et déjà les fruits de notre labeur. On a pu mis- mettre en œuvre les différentes recommandations et nous avons eu une augmentation des résultats fiscaux de plus de 37 milliards euh, de monnaie locale, à savoir 1 milliard de dollars US. Nous avons également vu Also, des bases fiscales ou des ajustements euh, de presque 151 millions de dollars US et on a eu une augmentation de 88,5 millions en 2023. Il est également important de noter qu'en 2023, 327 millions, donc 900 millions de dollars de recettes fiscales sont venus d'ajustements en matière de prix de transfert. Et on a eu une augmentation de 30% dans le secteur de la construction avec les règles de l'OCDE qui ont été appliquées. Il est également important de mettre l'accent sur la coopération entre les différentes parties prenantes. Au cours des 2 dernières années, l'Ukraine a continué à mettre en place des mécanismes domestiques et nationaux pour l'échange de renseignements. En 2022, on s'est joint à une entité d'échange de renseignements et nous souhaitons continuer cet échange jusqu'au 2026. Le ministère des Finances a également continué à travailler sur les prix de transfert pour que les différentes orientations ukrainiennes reflètent celles de l'OCDE. À l'heure actuelle, nous sommes en changement, nous sommes en train de changer et de reviser nos politiques avec le soutien de Thomas Balco pour que nous puissions avoir un niveau maximal de conformité, comme l'a été conseillé par l'OCDE en 2022. En 2024, nous souhaitons finaliser ce projet de loi. Il est également important de dire que l'OCDE a lancer le cadre en matière de prix de transfert pour le renforcement des capacités, ce qui va sans doute contribuer à augmenter le niveau de professionnalisme s'agissant des audits en matière de prix de transfert. Nous avons différentes formations sur les transactions des ateliers et sur l'utilisation efficace et appropriée du rapport pays-bas payé qui se sont très bien passés. Nous souhaitons également participer aux différents programmes de l'ISF pour que nous puissions bénéficier du soutien et de l'expertise pratique en matière de prix de transfert. Et cela conclut ma présentation et je souhaite vous dire que le gouvernement ukrainien, le ministre des Finances souhaite faire de leur mieux afin de faire en sorte que le système soit efficace en prenant en compte les différentes exigences de l'OCDE, de l'Union européenne, mais également de l'économie mondiale pour que nous puissions devenir une juridiction fiable qui propose des occasions aux contribuables pour le développement durable de notre pays. Et je crois que notre entreprise, avec le soutien de l'OCDE, sera non seulement réussie, mais également faisable. Merci beaucoup de votre aimable attention et merci de votre soutien. Merci Ludmila et félicitations de différents accomplissements dont vous avez parlé. C'est impressionnant étant donné les circonstances actuelles de votre pays. Nous allons continuer à vous soutenir à cet égard. Merci beaucoup. Je souhaite maintenant demander au prochain intervenant, Monsieur Webster Moulenga, de l'autorité zambienne de prendre la parole. Il va partager son expérience, et notamment en matière de conformité volontaire. Monsieur Webster, est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Oui, merci. Bonjour à tous et à toutes. On a eu certaines sociétés minières qui n'étaient pas conformes et donc la Zambie a dû prendre des mesures pour y pallier. Nous avons beaucoup d'activités dans le secteur minier du cuivre et nous avons des produits dérivés qui sont très précieux, tels l'or ou l'argent.
On a souhaité donc créer et entreprendre des mesures pour mieux appréhender l'interprète s'excuse, elle n'entend pas l'orateur. À l'heure actuelle, nous avons les sociétés minières qui proposent des déclarations et elles sont plus au courant des différentes pénalités qui peuvent être appliquées. Nous avons des consultants qui parlent du fait que ces entreprises fassent plus de déclarations maintenant qu'auparavant. Si on pense à l'impact financier, je n'ai que des... J'ai vu une augmentation des impôts payés par les entreprises de ce secteur et d'à peu près 58 millions de dollars. Pour une petite économie telle l'économie zambienne, c'est un montant faramineux. Et cela conclut mon intervention. J'espère que vous avez pu suivre. Merci beaucoup Webster, et merci d'avoir partagé l'histoire. Ces résultats sont très impressionnants. Et je souhaite également souligner que nous avons un cas d'étude disponible sur notre site web, ceux qui partagent les différents cas de réussite qui ont contribué à augmenter cette conformité volontaire en Zambie. Merci beaucoup et sans plus attendre, nous allons passer à la diapositive suivante afin de parler des défis rencontrés dans le renforcement de capacités. Il y a différents défis qui peuvent également refléter les risques. On essaie de gérer de manière vigilante ces risques, mais parfois certains se matérialisent. Et il s'agit également d'y réagir au mieux lorsque ce type de situation se passe. L'un des défis auxquels nous sommes confrontés, c'est tout d'abord un manque de soutien politique pour la mise en œuvre. Ce n'est pas le cas pour tous les pays et ce n'est pas tout le temps qu'on a le même niveau de soutien. Puisque ce sont des efforts sur la distance. Il est important d'avoir une cohérence à long terme d'investissement, investissement dans les capacités, dans la construction d'un cadre législatif. Si les priorités changent ou s'il y a un manque de soutien politique, ça peut mettre en danger la durabilité et la pérennisation de nos efforts. Il y a un autre défi que l'on rencontre, c'est les pressions du lobbying des entreprises dans les pays en développement. Les contribuables n'ont pas forcément envie de payer trop d'impôts. Par conséquent, cela peut se refléter dans les processus législatifs où les lois peuvent être amendées à la dernière minute au Parlement pour créer un vide juridique qui aura un impact important sur l'efficacité de la juridiction et de la législation. Donc, c'est un vrai risque. On essaye de faire un suivi des processus juridiques et législatifs et on demande aux administrations fiscales d'être vigilantes aux amendements qui sont faits aux lois et dans les processus juridique et législatif. Il y a également les risques institutionnels, qu'il y ait un changement de priorité, une réallocation des ressources. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a besoin de renforcement des capacités institutionnelles. Parfois, il y a des institutions qui vont me dire on va pas avoir besoin de quelqu'un qui est un expert en prix de transfert. Et on peut avoir des changements de priorité, des changements de département, et ça peut être un vrai défi. Il y a également un autre risque, à savoir la perte critique de connaissances au sein des administrations fiscales. On appelle ça la fuite des cerveaux. Dans certains pays, les gens qui sont formés ne restent pas longtemps, puisqu'ils sont des experts qui deviennent précieux. Or, le secteur privé a également besoin de ces connaissances. Les gens qui connaissent les prix de transfert, ça prend du temps à les former. Renforcer les capacités, ça prend du temps. Il est donc important de comprendre qu'il faut de bonnes politiques pour garantir que les gens qui ont ces connaissances précieuses restent au sein des administrations fiscales ou des ministères des Finances pour continuer à utiliser ces connaissances afin d'aider à mobiliser les recettes fiscales nationales. Et enfin, le dernier défi auquel on peut être confronté, c'est les forces majeures. Il y a des situations qui sont au-delà de notre contrôle. Je peux vous donner un exemple. La pandémie de COVID-19, ça a complètement mis à mal nos activités.
existantes. Mais bien entendu, on a dû s'adapter. Et un peu comme tout le monde dans le monde, on a essayé d'offrir quand même de l'assistance en ligne, à distance. Et à vrai dire, ça a même amélioré notre capacité à aider les gens parce que la plupart du travail que nous faisons, c'est désormais à la fois en virtuel, mais également en personne. Sur ce, je suggère que nous passions à la diapo suivante et j'aimerais vous présenter la dernière intervenante, Andrea Medina, qui nous vient de la direction des impôts et des taxes nationales en Colombie. Andrea, puis-je vous donner la parole? Merci Thomas, merci à toutes et à tous de cette invitation à participer à cet événement important. Je vais passer à ma langue natale, l'espagnol. Pour ce qui est de l'expérience et des défis auxquels nous avons été confrontés en Colombie concernant les savoirs et le renforcement des capacités, il y a eu deux étapes. On a commencé avec un programme très important avec l'OCDE. C'était au cours d'une période de 3 ans sur les prix de transfert. Ce programme a été organisé entre 2012 et 2015. Ça nous a permis de consolider et centraliser une équipe d'audit sur les prix de transfert. Cette équipe a été en mesure de se former, de se spécialiser à ce sujet pour ensuite diligenter des audits sur les prix de transfert. Le défi principal, ça a été tout d'abord de maintenir le programme et les ressources pendant 3 ans. Ça a été le cas. Notre stratégie, ça a été vraiment de garantir ces ressources pour capitaliser sur leurs connaissances, notamment pour s'attaquer à des cas plus complexes. La seule raison pour laquelle des experts ont quitté notre administration fiscale, c'est uniquement parce que ce sont des gens qui ont pris leur retraite. Pour ce qui est de la deuxième étape de période de formation, on a décidé que si les gens qui devaient prendre leur retraite de l'administration fiscale, eh bien, ces personnes devaient former les nouveaux agents qui allaient prendre le relais et qui ensuite allaient faire partie de l'équipe d'experts sur les prix de transfert. Nous avons également décentralisé l'équipe et on a créé 5 groupes dans les régions, dans les bureaux régionaux les plus importants dans le pays. Ce que nous avons fait, c'est que nos experts ont commencé à former de nouveaux experts, la nouvelle génération d'experts, les nouveaux agents, les nouveaux auditeurs sur les prix de transfert. L'intention, c'était de pérenniser ces programmes de formation. Nous avons donc demandé davantage de formation, de nouveaux programmes de soutien de la part d'agences internationales, notamment l'OCDE, pour nous concentrer davantage sur les éléments les plus complexes des situations de prix de transfert. Nos équipes sont de plus en plus qualifiées, ont de plus de compétences techniques sur les audits. Et à l'heure actuelle, nous avons donc une équipe et qui les connaissances et qui ensuite forment les autres agents des administrations fiscales, notamment les gens qui travaillent dans les départements juridiques. Et ce sont ces gens qui défendent les et qui prennent part au procès en matière de prix de transfert devant les tribunaux. Donc, on a eu l'opportunité de faire passer nos informations, de faire un transfert de connaissances aux différents départements. Le but, c'est vraiment de continuer notre engagement et de continuer à former les agents pour également se mettre à jour, rester à jour des informations, les nouvelles structures, les nouvelles situations, les nouveaux schémas que l'on voit en matière de prix de transfert. Alors, bien entendu, cela a généré une augmentation des recettes fiscales et ça nous a permis également d'avoir les prérequis minimums comme présenté. Merci beaucoup, Andrea. Bonjour à Diego, je sais qu'il soutient beaucoup de pays dans la région, donc on va redonner la parole maintenant à Samia pour parler de l'approche régionale, car on le voit de plus en plus, il y a d'opportunités, de synergie entre les pays pour vraiment s'adresser aux pays de manière régionale. Samia?
Je vous écoute, on vous écoute. Merci beaucoup, Tom. Alors, effectivement, après avoir vu donc les programmes, après vous avoir présenté donc ces programmes d'assistance bilatéraux, on va vous présenter maintenant justement un programme d'assistance régionale que l'OCDE a mis en œuvre donc en Afrique de l'Ouest, en étroite collaboration avec donc les commissions de la CEDEAO et de l'UMOA, et en faveur de 15 pays, en l'occurrence 16 pays, puisqu'on avait les 15 pays de la CEDEAO, plus donc la Mauritanie. Alors effectivement, l'idée, à travers ce programme-là, hein, bien évidemment, c'est de faire bénéficier de cette assistance en matière de fiscalité internationale, donc une même sous-région, là en l'occurrence donc l'Afrique de l'Ouest. Et cette approche régionale a été très fructueuse, hein, puisque les résultats obtenus à ce jour, le programme n'est pas encore terminé, donc il suit son cours jusqu'à la fin de l'année 2024, mais euh, nous avons déjà donc réalisé à travers ce programme d'assistance régionale de nombreuses avancées significatives, parmi lesquelles donc l'élaboration de 3 instruments communautaires, donc 2 directives, une sur les prix de transfert et une donc sur le bénéficiaire effectif, et puis un acte additionnel sur l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale. Ces 3 instruments ont été approuvés par le Conseil de la CEDEAO, le Conseil des ministres de la CEDEAO en juillet 2023, et puis pour l'acte additionnel par la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Dans le cadre de ce programme, nous avons également travaillé donc au renforcement des capacités des administrations fiscales de ces 16 pays, et nous avons notamment donc créé un réseau d'experts en matière de prix de transfert, qui comporte une trentaine donc de représentants des administrations fiscales de ces 16 pays, et qui ont été formés donc en matière de prix de transfert de 2020 à 2024, donc dans la durée, avec l'idée donc de partir donc des fondamentaux et d'arriver à traiter des problématiques complexes. Mais cela n'est possible que si bien évidemment ce sont les mêmes donc euh, participants qui assistent donc à ces séminaires de formation pendant donc une durée conséquente, puisque nous en sommes à notre 5e atelier de formation que nous avons d'ailleurs délivré la semaine dernière donc au Ghana. Et je profite de l'occasion pour saluer donc l'ensemble des participants de ce réseau d'experts prédentaires, dont certains sont présents avec nous cet après-midi. Alors, outre ce renforcement des capacités en matière de prix de transfert, eh bien, nous avons également renforcé les capacités de ces administrations fiscales donc, en matière de négociation de conventions fiscales, et également donc, en matière d'échange de renseignements qui, bien évidemment, est un élément important dans le cadre donc, de ces contrôles en matière de prix de transfert. Nous poursuivons cette année donc nos travaux avec toujours ces 16 pays. Donc, après avoir élaboré une directive en matière de prix de transfert, eh bien, nous travaillons aujourd'hui avec ces 16 pays pour élaborer un modèle donc d'instruction administrative sur ces prix de transfert pour pouvoir les accompagner dans l'implémentation de cette directive donc en matière de prix de transfert. Nous avons publié donc fin 2023 donc une étude de cas, vous la voyez à l'écran, hein, je vous la présente également, qui justement présente donc cette approche régionale qui a été déployée en Afrique de l'Ouest et les enseignements que l'on peut en tirer donc en matière donc d'assistance. Et nous avons la chance d'avoir avec nous donc cet après-midi Monsieur Salifou Thiemtoré, qui est directeur de l'Union douanière et de la fiscalité auprès de la commission de la CEDEAO, et qui va justement pouvoir nous donner son sentiment sur cette assistance diverse en matière de fiscalité internationale qui a été fournie aux États membres donc, de la CEDEAO et à la Mauritanie. Salifou, c'est à vous. Merci bien, Samia, de me donner la parole à cette journée importante organisée par le CDE sur la fiscalité et le développement. Alors, je voudrais souligner l'intérêt que la CEDEAO a eu. La CEDEAO, c'est une communauté économique régionale, comme l'a si bien dit Samia, qui est en Afrique de l'Ouest et qui comprend 15 États. Et on travaille avec la Mauritanie, évidemment, fait 16. Et sur ce plan, la CEDEAO a pour mandat de travailler sur les questions fiscales aussi,
cet égard, nous travaillons à harmoniser un peu les législations fiscales dans les États et essayer de mettre en place des programmes pour accompagner ces États dans le cadre de l'intégration régionale, bien sûr. Et à cet égard-là, nous avons, comme l'a si bien souligné Samia, bénéficié de l'appui de l'OCDE. Cela a été déterminant, puisque l'année dernière, les chefs d'État et de gouvernement et le Conseil des ministres ont adopté trois textes qui sont des textes majeurs que nous pensons vont être utiles si ils sont domestiqués dans la législation interne des États. Et nous pensons que cela peut servir de cadre pour améliorer la structure, en fait, la fiscalité dans l'ensemble des 15 États de la CEDEAO. Donc, je voudrais encore dire que c'est une expérience que nous tentons et qui donne des résultats très positifs, comme l'a souligné Tania, parce que non seulement que l'appui nous a permis d'élaborer ces législations avec notre organisation sur la commission de l'UEMOA, qui est basée à Ouagadougou, qui est à l'intérieur de la CEDEAO, mais nous avons aussi mis en place un ensemble de programmes et de formation, parce que ces textes-là, comme vous voyez, sur les transferts, que ce soit sur les bénéficiaires et les effectifs, cela demande un travail rapproché avec les États et former les États de manière à ce qu'on puisse avoir sur place des experts aguerris sur ces matières nouvelles et pouvoir faire en sorte que on puisse être au même niveau que les standards internationaux. Et pour là-dessus, il faudra encore, au nom des deux commissions, hein, CEDEAO et puis moi, remercier les partenariats dont on a bénéficié avec je dois même dire qu'il y a eu le comité de pilotage de ce programme-là de transition fiscale qui s'est tenu hier à Abuja ici. Et à l'occasion, les deux commissions ont félicité l'OCDE pour ce partenariat et ont demandé à notre partenaire dans le cadre de ce programme-là, notamment l'Union européenne, de renouveler, de faire en sorte qu'il y ait une phase 2 parce que c'est des programmes continus. Nous pensons que nous pourrions aller de cette voie-là et on peut gagner en temps puisqu'on travaille avec les 15 États en même temps. Et ça, c'est quelque chose de positif que la CEDEAO apprécie et c'est une démarche que nous privilégions. Voilà ce que je peux dire à ce stade. Et encore une fois, merci et merci de m'avoir donné l'opportunité de partager notre expérience sur cette question importante de la fiscalité et en fait la fiscalité qui permet aux États de mieux mobiliser des ressources fiscales. Merci, Samia. Merci beaucoup, Salifou, pour votre intervention. Je pense que vous finissez également sur une belle note. Et effectivement, tous ces programmes d'assistance technique, bien évidemment, ont vraiment pour objet d'améliorer la mobilisation des ressources intérieures qui sont indispensables au financement de la croissance, du développement. Et moi, pour ma part, je tiens vraiment, Salifou, à remercier les deux commissions de la CEDEAO et de l'UEMOA pour leur collaboration étroite dans le cadre donc, de ce programme régional d'assistance parce que, comme le disait Thomas tout à l'heure, je pense que le soutien politique est très important pour parvenir justement à des résultats à travers donc, ces programmes d'assistance technique. Donc, merci encore à vous et à l'UEMOA pour votre soutien constant et merci également aux 16 États participants qui ont fait preuve d'un engagement certain dans l'ensemble des travaux qui leur ont été proposés et qui nous ont permis aujourd'hui d'atteindre les résultats dont on peut se féliciter aujourd'hui. Alors, avant de finir et avant de donner la parole donc aux participants, peut-être juste rappeler que ces programmes d'assistance technique délivrés par l'OCDE sont possibles grâce donc au support, au soutien financier de nos donneurs donc, qui apparaissent à l'écran et on les en remercie parce qu'ils nous permettent justement d'assister les pays qui nous sollicitent pour leur permettre d'améliorer leur cadre juridique, de renforcer leurs capacités, tout cela au service donc de la mobilisation des ressources intérieures.